Chers confrères, bonjour. Je remercie l'AMCAR pour l'invitation. Je les félicite pour le 30e anniversaire de l'AMCAR. Alors, ma présentation d'aujourd'hui, ça sera à propos du parcours du patient candidat à un TAVI. Lors de cette présentation, je vais essayer de présenter le parcours du patient candidat à un TAVI d'une manière simplifiée, concrète et adaptée au contexte marocain. Le TAVI devient de plus en plus courant au Maroc grâce aux nouvelles réformes du système de santé et la facilité d'accès aux soins. Actuellement, il y a plusieurs types de valves disponibles au Maroc. Alors, actuellement, il y a plusieurs valves disponibles au Maroc, comme les valves auto-expandables, les valves de Evolute, Accurate Neo 2 et bientôt le Navitor, et aussi les valves expandables sur ballon comme l'Edwards et MyValve. La voie d'abord la plus fréquente est la transfémorale, et en cas de contre-indication, il existe plusieurs alternatives comme la transapicale, la subclavienne et l'axillaire. Alors, le parcours du patient commence le jour du diagnostic d'un rétrécissement serré. Je crois pour la majorité des collègues que l'indication ou les critères d'une sténose aortique sévère est clair. Voici un schéma qui est facile, surtout pour les jeunes résidents. Ce qu'il faut tenir, c'est une surface d'ouverture valvulaire inférieure à 1 cm², un gradient moyen supérieur à 40, un Vmax supérieur à 4. Une autre problématique, ce sont les patients asymptomatiques. La décision est parfois difficile pour choisir le timing du remplacement. Le diagnostic peut être complété par des tests d'effort, mais en réalité, une grande partie de nos patients marocains âgés ont une activité physique réduite, d'où l'intérêt d'autres paramètres plus objectifs pour évaluer le rétrécissement de la sténose sur le cœur. Le site comme la ProBNP, que je demande personnellement d'une manière régulière chez mes patients, ça facilite de convaincre les patients et leurs familles de la nécessité de remplacement valvulaire. Il y a aussi quelques études qui ont montré l'importance des troponines et du strain dans l'évaluation de l'indication du remplacement valvulaire. Ci-dessous sont les recommandations actuelles du remplacement valvulaire aortique. Et puisque la prévalence augmente avec l'âge, notamment à partir de 65 ans, chez les sujets qui ont souvent beaucoup de facteurs de risque et de comorbidité, et puisque le traitement d'un RAC serré est essentiellement curatif, la question qui se pose souvent, c'est que serait la méthode la plus appropriée pour le remplacement? Un remplacement valvulaire par cathéter, ce qu'on appelle le TAVI, ou un remplacement chirurgical? La question n'est pas facile à répondre, malgré que l'âge du patient reste un critère important pour la décision. Mais puisque la réalité est autre que la théorie, la décision doit être multidisciplinaire en prenant en compte plusieurs facteurs et considérations. D'où l'importance d'avoir, au sein de l'équipe, de l'importance d'avoir un Heart Team. Alors, le Heart Team, c'est une équipe qui est constituée du cardiologue référent, un cardiologue interventionnel, un chirurgien cardiaque et un anesthésiste. Et avant de prendre la décision et la conduite à tenir, le patient nécessite un bilan pré-TAVI, autrement dit un TAVI screening. Ce bilan a pour but de préparer le patient pour le remplacement valvulaire et avant tout de faire le bon choix de la méthode du remplacement valvulaire. Tout d'abord, on commence par une coronarographie comme première étape pour savoir s'il y a d'autres indications à la chirurgie cardiaque ou non, un angioscanner pré-TAVI, un échodoppler TSA à la recherche des sténoses, notamment carotidiennes, un test de fonction respiratoire. Entre-temps, je recommande à mes patients de partir chez leur dentiste, par exemple, de faire les soins dentaires pour réduire le risque d'endocardiite après l'intervention. Alors, j'aimerais bien détailler l'angioscanner pré-TAVI, qui reste la clé de réussite de la procédure. Alors, c'est une acquisition thoraco-abdominopelvienne artérielle synchronisée au rythme cardiaque par électrocardiogramme de manière prospective, avec une injection de produits de contraste. C'est une imagerie en 3 dimensions qui apporte des éléments anatomiques pertinents sur la racine de l'aorte ascendante pour le choix de la prothèse et le risque de recouvrement des ostéomes coronaires, un dysfonctionnement mitral, trouble de condition. Ça nous permet aussi de calculer le score calcique valvulaire et aussi d'évaluer les axes iliofémoraux pour le choix de la voie d'abord. Après avoir fait un scanner, il est important de faire des mesures, ce que je recommande que les cathétériseurs le fassent eux-mêmes. Il y a plusieurs programmes qui sont dédiés au TAVI, comme le Trimensio,
C'est pour générer des informations importantes qui aident à planifier l'intervention. Ce qu'il faut tenir en compte dans un rapport pré-avis, c'est la surface de l'anneau, les dimensions de l'anneau, une jonction sinotubulaire, le septum membraneux. J'insiste sur le septum membraneux, par exemple, parce que c'est une distance entre l'anneau et le septum musculaire. Quand elle est inférieure à 8 mm, elle est associée au risque de troubles de conduction. Ça nous permet aussi de mesurer le diamètre endoluminal minimum des axes iliofémoraux, le degré de tortuosité aorto-iliaque, l'angle de déploiement de la valve. Là, on note les deux angles importants, ce qu'on appelle le tricasp view et le casp overlap view. Le tout facilite le choix de l'abord vasculaire et de la prothèse. Alors, après avoir complété le bilan, une évaluation des facteurs de risque et des comorbidités est nécessaire. Avec des tests simples comme le 6-minute walking test ou des scores qui évaluent la fragilité des patients, comme le CAT score, c'est pour tester l'autonomie et les capacités physiques au quotidien du patient. Le risque opératoire doit être aussi évalué et calculé. On a les deux scores qu'on utilise régulièrement, c'est le Euroscore et le Syntax Score 2. Après avoir calculé ces scores, il faut toujours éliminer une contre-indication à TAVI. La plus importante, c'est une espérance de vie inférieure à 12 mois ou une anatomie qui est complexe, qui n'est pas en faveur du TAVI. Le Heart Team doit se réunir de nouveau pour réévaluer le patient. Comme je l'ai dit au début, la réalité est autre que la théorie. On aura toujours au sein de l'équipe des avis différents, d'où l'intérêt d'une décision objective en faveur du patient. Généralement, chez les patients inopérables, à haut risque chirurgical, la décision est facile. Quand on dit à haut risque, ce sont les patients qui sont âgés, plus que 75 ans, une altération de la fonction du ventricule gauche, des comorbidités. Selon l'étude Partner 1 et 2, ces patients profitent bien du TAVI. Mais chez les sujets avec un risque intermédiaire, la décision du Heart Team doit être en fonction de ce bilan pré-TAVI et aussi la décision du patient doit être prise en considération. Ce que je recommande au centre, d'avoir des fiches modèles sur lesquelles la décision justifiée peut être documentée avec des signatures du membre du Heart Team. Ceci pourra aussi faciliter l'accord des prises en charge des assurances. Alors, lorsque la décision a été prise en faveur de TAVI, un petit souci que se pose souvent chez les sujets coronariens, c'est le timing de la dilatation coronaire par rapport au TAVI. Il y a quelques années, il y avait la tendance de dilater toujours les artères coronaires avant le remplacement valvulaire, ce qui reste logique. Mais ces dernières 2-3 années, plusieurs études ont montré qu'il n'y a pas une différence significative en taux de mortalité si on dilate avant ou après le remplacement valvulaire. Par contre, ça a été associé avec moins de complications hémorragiques et d'insuffisance rénale. Pour simplifier les choses, le timing d'intervention doit tenir en compte la nature des symptômes du patient, si le patient a principalement un problème de dyspnée ou un angor, la nature des lésions coronaires et le degré de la sévérité des lésions. Alors, le premier jour d'hospitalisation, le patient doit être préparé pour la procédure avec un consentement écrit, une checklist validée, une prémédication de la part de l'anesthésiste, s'assurer de la disponibilité des culots sanguins et le jour même, il faut préparer le patient, ou le jour de l'intervention, il faut préparer le patient avec une voie veineuse centrale et une sonde urinaire. Le jour de la procédure, cette procédure qui soit se dérouler dans une salle de cathé de préférence hybride avec un accès direct sans transfert interhospitalier à une salle d'opération, un équipement approprié pour traiter les complications et une salle de soins intensifs post-procédure, un accès direct à la CEC, un service de perfusionniste, la dialyse, la chirurgie vasculaire et intervention vasculaire percutanée. La procédure se déroule principalement sous sédation, anesthésie locale et une antibiothérapie. Une antibiothérapie prophylactique comme le ceftriaxone 2 grammes doit être administrée 30 à 60 minutes avant la procédure. Un petit exemple d'un TAVI qu'on a fait il y a 2 semaines. Alors,
je vais expliquer rapidement le déroulement de la procédure. Alors, la première étape, c'est la ponction qui doit être éco-guidée après un contrôle angiographique du site de ponction. Une dilatation avec un ballon, ou une prédilatation. Ici, on a l'exemple d'une valve Accurate Neo 2. Le largage de la valve avec un contrôle angiographique. Et une aortographie de contrôle pour évaluer le résultat. Et à la fin, une angiographie pour évaluer le succès de fermeture percutanée de l'artère fémorale. À la fin de la procédure, on essaie de réveiller le patient le plus tôt possible pour évaluer son état neurologique. Et s'il est stable sur le plan hédonymique, il sera transféré en unité de soins intensifs pour surveillance. Ce qui est recommandé, c'est de mobiliser les patients le plus tôt possible, aux environs de 6 heures après la procédure, sauf complications, et le transfert le lendemain dans une chambre normale. Un ECG quotidien et un bilan sanguin avant la sortie du patient sont recommandés. La durée d'hospitalisation est en moyenne de 72 heures. Alors, pour les complications les plus fréquentes, sont surtout les troubles de rythme et les troubles hémorragiques. Les troubles hémorragiques les complications hémorragiques sont fréquemment les premières heures, le premier jour après l'intervention, et les troubles de rythme peuvent aller jusqu'à 30 jours. Les plus fréquents troubles de rythme sont les BAV à haut degré, selon le type de prothèse, selon l'anatomie de l'anneau et selon le taux d'implantation le type de l'anneau, le taux d'implantation de pacemaker varie entre 6 et 24% post-TAVI. Chez les patients âgés, il est nécessaire de prévenir les états de délire post-interventionnel en évitant les facteurs de stress et traiter les autres facteurs de risque comme les infections. Finalement, en ce qui concerne le traitement anticoagulant post-TAVI, les nouvelles recommandations préconisent la monothérapie, par exemple l'aspirine ou un anticoagulant oral en absence d'autres indications pour la double thérapie avec le Plavix. Après la sortie du patient, généralement un contrôle dans 3 mois est suffisant, mais sur le plan actuel, je préfère voir les patients 14 jours avant, déjà pour enlever les points de suture, pour voir le site de ponction et pour faire un examen clinique. Il est aussi recommandé de faire une échographie dans 4 à 6 semaines après l'intervention, de préférence chez le médecin référent. Pour conclure, le bilan pré-TAVI a un impact direct sur la réussite de la procédure, car le taux d'échec est dépendant de la qualité de la planification de la procédure. Voici un exemple d'un patient TAVI, c'est le chanteur du groupe Rolling Stones, Mick Jagger, qui a eu un TAVI à l'âge de 78 ans, et c'est sa vidéo 4 semaines après, pendant ses répétitions pour un concert de musique. Merci.